Je vais vous présenter un état d'avancement d'une étude que nous menons à l'INRS pour la détermination des facteurs de protection assignés des appareils de protection respiratoire utilisés en désamiantage. Donc cette étude, c'est une étude de grande ampleur qui est menée à l'INRS avec de nombreuses collaborations qui impliquent de nombreux collègues que je n'ai pas cités sur ce diaporama, notamment les départements ingénierie des procédés et les départements métrologie des polluants de l'INRS. Donc le contexte de cette étude, en fait, c'est la suite de la précédente campagne META qui avait été menée en 2009 et qui avait donné lieu à des recommandations de l'ANSES, notamment sur les niveaux d'exposition très importants qu'on pouvait obtenir sur certains postes de travail en désamiantage, avec donc des postes que l'on va retrouver là dans notre étude, des postes de retrait de plâtre amianté ou d'enduit amianté par exemple, pour lesquels on avait des expositions très élevées. Et la seconde recommandation de l'ANSES suite à cette campagne était l'utilisation de la microscopie électronique à transmission analytique pour compter les fibres d'amiante déposées sur les filtres de prélèvement. Cette technique novatrice, puisqu'elle est encore très peu utilisée en dehors de la France, permet en effet d'avoir une discrimination de la nature chimique des fibres déposées sur un filtre et également de détecter les fibres fines et les fibres courtes d'amiante qui y seraient déposées, ce que ne permettait pas la précédente technique utilisée qui était la microscopie optique à contraste de phase. Donc, ces différents éléments et résultats de la précédente campagne ont conduit l'INRS à se poser la question de la protection respiratoire des salariés qui travaillent sur ces opérations de désamiantage. Au jour d'aujourd'hui, pour choisir un appareil de protection respiratoire, connaissant l'exposition au poste de travail, les entreprises se basent sur l'utilisation de facteurs de protection assignés. Je ne vais pas reprendre la définition du facteur de protection, je remercie à Clotilde de l'avoir donnée précédemment. Et les valeurs des facteurs de protection assignés pour les deux grands types d'appareils de protection respiratoire recommandés pour des niveaux d'exposition élevés sont respectivement de 60 et 250, donc pour des types d'APR qui sont donc la ventilation assistée et puis les appareils à adduction d'air. Ces valeurs sont des valeurs qui ont été déterminées lors de campagnes terrain, mais menées dans les années 90 et qui reposent en fait sur des comptages de fibres en utilisant la microscopie optique à contraste de phase. Tous ces éléments nous ont donc conduit à déclencher une nouvelle campagne d'évaluation des performances des appareils de protection respiratoire utilisés sur ces chantiers de désamiantage basés sur un comptage de fibres par la microscopie électronique à transmission analytique. Et donc l'objectif final de cette étude, qui est en cours, c'est de déterminer des nouvelles valeurs de facteurs de protection assignés pour ces deux grandes catégories d'appareils de protection respiratoire que sont la ventilation assistée et les appareils à adduction d'air. Donc, lors de cette présentation, je vais vous décrire essentiellement la démarche que nous avons suivie et vous commencer à vous donner des premiers résultats sur les appareils à adduction d'air uniquement. Donc, pour sélectionner les appareils de protection respiratoire à évaluer sur le terrain, nous nous sommes rapprochés des distributeurs pour savoir quels étaient les appareils les plus utilisés. Et pour les appareils à adduction d'air utilisés donc en niveau 3 en désamiantage, en fait, il y en a essentiellement un qui est utilisé, c'est le modèle de chez Scott, le RAS, et on trouve également quelques utilisations d'un modèle de masque à adduction d'air de chez Honeywell. Donc, c'est les deux masques que nous avons sélectionnés et sur lesquels nous avons commencé un travail de réflexion pour permettre le prélèvement de fibres d'amiante à l'intérieur de ces masques respiratoires. Donc, ce travail a duré plus d'1 an puisqu'il s'agissait d'intégrer un système de prélèvement de fibres d'amiante à l'intérieur d'un masque respiratoire qui soit représentatif de ce qu'inhale l'opérateur qui porte ce même masque respiratoire. Et il était bien sûr évident également que ce prélèvement devait être similaire au prélèvement individuel qui est effectué à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire et qui permet d'obtenir l'exposition du salarié.
Donc un prototype a été mis en place à l'INRS en collaboration avec les fabricants d'appareils de protection respiratoire. Donc ce prototype, comme vous le voyez sur les photos, il est assez simple. En fait, on introduit une modification dans la visière du masque respiratoire et on modifie les cassettes de prélèvement qui sont utilisées dans la norme de prélèvement de fibres d'amiante pour avoir un système de prélèvement intégré à la visière du masque respiratoire. Alors bien sûr, ces modifications ne peuvent se faire sans une certification de ces masques modifiés avant qu'ils soient portés par les opérateurs. Donc les modèles de masques modifiés par l'intermédiaire des entreprises fabricantes ont été certifiés par la PAV sur la base de la directive EPI et avec des tests de certification identiques à ceux des masques complets et donc via la norme N136. Donc au niveau du protocole de mesure, que je détaillerai un petit peu plus loin, le principe était de faire des prélèvements simultanés entre l'extérieur et l'intérieur du masque respiratoire. Clotilde vous a dit que le facteur de protection, c'est simplement le ratio entre la concentration extérieure et la concentration intérieure du masque respiratoire. Donc pour chaque vacation réalisée par un opérateur donné, on va faire ces mesures en simultané à l'intérieur et à l'extérieur du masque respiratoire. Alors typiquement, sur un chantier, on suit 3 opérateurs pendant 3 jours et sur chaque jour, un opérateur effectue 3 vacations d'environ 2 heures. Donc de manière un petit peu plus détaillée donc sur ces prélèvements, donc il était nécessaire pour le prélèvement à l'intérieur du masque respiratoire que la durée de prélèvement soit bien calée sur la durée totale de la vacation, donc soit au minimum 90 minutes de travail et de prélèvement effectif, pour avoir une sensibilité analytique de 1 fibre par litre, qui était la valeur que nous nous étions fixés en cible. En ce qui concerne les prélèvements extérieurs, donc en moyenne, il y a 2 prélèvements extérieurs qui ont été effectués, donc avec un changement de cassette à extérieur à la moitié de la vacation. Mais d'autres stratégies de prélèvement ont également été mises en place sur des opérations de sablage, par exemple, avec des prélèvements de beaucoup plus courte durée pour essayer d'avoir des informations quantitatives sur l'empoussièrement au poste de travail. Alors, en parallèle de ces prélèvements de fibres d'amiante, nous avons également effectué des enregistrements de la fréquence cardiaque des opérateurs sur chaque vacation. Et chaque vacation a été également filmée, ce qui nous permet d'avoir toujours un rappel visuel de ce qui s'est passé en zone pour pouvoir exploiter les données d'empoussièrement que l'on obtient suite à l'analyse. Donc, il faut savoir que pour chaque chantier, chaque vacation, il y a un agent de l'INRS qui est en zone pour surveiller les prélèvements, s'assurer que le prélèvement ne gêne pas le travail de l'opérateur, effectuer donc le changement de cassette extérieure selon la stratégie de prélèvement qui a été établie, et puis effectuer surtout un gros travail de décontamination de tout ce matériel de prélèvement en fin de vacation. Donc, récupérer les cassettes de prélèvement extérieures, décontaminer les pompes de prélèvement, et puis décontaminer également les caméras, etc. Donc pour chaque chantier réalisé, donc je vous disais, il y a 3 jours de prélèvement, donc un chantier dure 1 semaine environ. On ramène environ 100 filtres de prélèvement, donc filtres intérieurs et extérieurs, et on accède à environ une trentaine de valeurs de facteurs de protection. Donc c'est une moyenne. Alors, je vais vous donner quelques images des chantiers que nous avons réalisés, la campagne n'étant pas terminée. Donc, le premier chantier, c'est un chantier de désamiantage fixe de wagons SNCF. Donc, on a pu voir un certain nombre de processus très variés, donc des processus de sablage dont je vous parlais, mais également de burinage d'enduits chargés en amiante, des opérations de maintenance également qui sont toujours intéressantes parce que fréquentes et exposantes. Lors des chantiers 2 et 3, on a suivi des opérations de retrait de flocage assez classiques, avec du retrait manuel par grattage après une humidification du matériau. Sur le chantier 4, donc c'était un chantier de retrait de plâtre amianté, donc toujours avec une première phase d'humidification et là même d'arrosage pendant la phase de retrait
du plâtre amianté au burineur pneumatique, et toujours des phases de maintenance. Le chantier numéro 5 était un petit peu atypique, puisque c'était sur un site industriel, donc avec comme processus du retrait de calorifuge sur des conduits, donc avec des conditions de travail un petit peu particulières en termes de posture notamment. Et le dernier chantier que nous avons réalisé récemment, là, au mois de mars, en niveau 3, c'était également un chantier de retrait de plâtre amianté avec des processus un petit peu différents. On retrouve du burinage, j'allais dire manuel, du retrait manuel de plâtre amianté, mais on a pu également suivre des opérations de retrait de plâtre amianté avec l'utilisation de porte-outils. Donc vous voyez sur la photo en haut un opérateur avec un joystick qui va piloter un robot qui va retirer le plâtre déposé au plafond. En bas à droite, vous avez une autre photo, donc c'est des opérations de retrait de plâtre avec un système à très haute pression qui ont également été suivies. Alors très rapidement, je vais rentrer dans le détail des empoussièrements extérieurs mesurés ensuite. Vous voyez qu'en termes de nature de fibre, on a retrouvé de la mosite sur les chantiers de retrait de flocage et puis du chrysotile, pour faire rapide, sur tous les autres typologies de chantiers. Alors je vais revenir au niveau d'empoussièrement, avec donc les deux grandes catégories de chantiers que l'on a pu évaluer. Et tout d'abord, les mesures d'empoussièrement extérieur, donc mesures individuelles sur opérateur, que nous avons recueillies sur les chantiers de retrait de flocage, donc retrait de flocage manuel par grattage. Donc on a représenté sur ce graphique les concentrations, donc en empoussièrement extérieur, mesurées donc en méta, sur les fibres donc OMS et fibres fines, avec donc en ordonnée les différents postes de travail. Donc vous avez les opérations de grattage en haut, vous avez les opérations de mise en sac de déchets, et puis vous avez une ligne qui correspond aux préleveurs de l'INRS. Donc ils sont en zone, mais qui sont en retrait pour faire de l'observation. Donc comme vous pouvez le voir, on a des concentrations qui peuvent être très élevées sur ces chantiers, avec des dépassements assez fréquents de la valeur limite de 25 000 fibres par litre, qui est la limite réglementaire pour un chantier de niveau 3. Donc ça, c'était pour les chantiers de retrait de flocage. Pour les chantiers de retrait de plâtre amianté, alors les résultats ne sont pas encore tous analysés. On a, donc, comme je vous le disais, fait un chantier en mars dernier. Les filtres sont en cours d'analyse là actuellement, donc on a un seul chantier pour le moment qui est analysé et représenté sur ces graphes. Donc vous avez sur les opérations que j'illustrais précédemment, donc les opérations de retrait par burinage pneumatique et les opérations toujours d'ensachage de déchets, de récupération des déchets, qui apparaissent sur le premier graphe. On voit que dans ce cas, on est très fréquemment au-delà des 25 000 fibres par litre. Donc ces expositions sont particulièrement élevées sur ce type de processus. Et malheureusement, ce sont des conclusions qui avaient déjà été soulevées lors de la précédente campagne META, lors des recommandations ANSES, avec donc un pointage sur ce processus de retrait de plâtre amianté qui génère des empoussièrements très élevés et un encrassement très fort des opérateurs, ce qui fait que le risque du coup d'exposition devient extrêmement important. Sur le deuxième graphe, donc on a représenté deux tâches, donc on retrouve toujours les préleveurs INRS tout en bas, et puis il y avait un troisième poste de travail qui consistait à l'arrosage, du matériau amianté, du plâtre, pendant la phase de retrait, et également de nettoyage de la zone. Donc cet opérateur qui était un peu en retrait par rapport à la source même d'émission des fibres, on voit que son exposition est également moindre. Alors, en termes de résultats, de mesures, de concentration à l'intérieur des masques respiratoires, au jour d'aujourd'hui, nous avons uniquement des résultats sur les chantiers de retrait de flocage. Les autres filtres sont en cours d'analyse.
Donc là, vous avez simplement les résultats sur 2 chantiers réalisés donc de retrait de flocage. Alors ces valeurs de concentration sont des valeurs qui ont été obtenues, comme je vous le disais, sur une vacation, donc sur un prélèvement de 90 minutes. Donc à nouveau par poste de travail, vous avez donc les opérations de grattage qui sont en première ligne, les opérations d'ensachage de déchets et toujours les expositions des préleveurs INRS. Et ce que vous voyez sur ce graphe, donc pour ce processus, c'est que si les empoussièrements extérieurs pouvaient être élevés pour certaines tâches, ici on a des concentrations qui se ramènent toutes dans la même zone. Alors il y a un point qui est intéressant, celui qui est à droite. Il y a un opérateur qui n'était pas rasé un matin et pour lequel on a mesuré une concentration à l'intérieur du masque beaucoup plus élevée que les autres jours. Donc après rasage, il est revenu dans la zone. Donc, voilà. Donc là, avec sa barbe, et puis après rasage, il revient dans ce paquet-là. Donc actuellement, les autres analyses sont en cours, notamment pour traiter les chantiers de retrait de plâtre amianté. Et à partir de toutes ces données, donc de concentration intérieure et de concentration extérieure, donc on va travailler ensuite à l'analyse statistique des ratios concentration extérieure sur intérieure, donc des valeurs de facteurs de protection. Et le facteur de protection assigné sera en fait le résultat de l'analyse statistique de l'ensemble des données. Donc l'ensemble des données, ça correspond à peu près plus d'une centaine de valeurs de facteurs de protection assignées à peu près, puisqu'on a une trentaine de valeurs par chantier à peu près. Donc en ce qui concerne le protocole mis en place, il a été bien accepté par les opérateurs. On a pu vraiment effectuer des mesures très intéressantes sur toutes les vacations. Notre procédure également de décontamination a été validée, donc elle a été adaptée à chaque fois à la configuration du chantier, mais elle a bien porté ses fruits et bien fonctionné. Donc en ce qui concerne les résultats à proprement parler, le premier résultat, on va dire principal, ce sont ces expositions à l'extérieur du masque respiratoire qui sont très élevées, qui dépassent la valeur limite de 25 000 fibres par litre, donc limite en termes de catégorie de niveau d'empoussièrement. En ce qui concerne les mesures à l'intérieur du masque, donc ce que je vous ai présenté pour le moment donc sur les processus de retrait de flocage, on a des concentrations qui restent relativement faibles mais qui ne sont pas nulles. Et donc on est en cours d'analyse pour les chantiers de retrait de plâtre amianté. Alors, les recommandations principalement vont porter sur la protection collective. Au jour d'aujourd'hui, le message principal est la réduction de l'empoussièrement au poste de travail, avec une recherche à mener sur la robotisation du poste de travail, sur l'éloignement de l'opérateur, sur l'utilisation de systèmes d'aspiration à la source que l'on n'a pas vu sur les chantiers, sur des systèmes également d'humidification du matériau amianté beaucoup plus sophistiqués qu'un simple jet d'eau. Donc par exemple des systèmes d'humidification à aiguille. Pour tous ces systèmes, des choses existent. Nos collègues du département ECT à l'INRS Paris font de la veille en fait sur des systèmes de protection collective, on va dire, innovants. Ils auraient pu faire une présentation ici, en fait. Et il y a des choses qui existent. Il y a des aspirateurs avec des systèmes bag-in, bag-out pour éviter le contact entre l'opérateur et puis les fibres d'amiante, par exemple. Des systèmes d'aspiration à la source sur des outils. Tout ça existe, mais n'est pas utilisé actuellement sur les chantiers. Également en termes d'organisation, il y a des efforts à faire. Je vous parlais de l'éloignement de l'opérateur, mais on voit aussi beaucoup de postes de travail. Vous avez 3 opérateurs au niveau de la source d'émission des fibres d'amiante, un qui gratte, un qui tient un tuyau d'aspirateur et puis un qui tient une lampe ou un petit brumisateur. Donc ils sont 3 opérateurs à avoir quasiment tous la même exposition,
alors que l'outil sera équipé d'un système d'aspiration à la source, par exemple, le matériau sera humidifié à cœur avant, on n'aurait pas ce nombre d'opérateurs exposés. Donc il y a de fortes recommandations là-dessus. Et je crois que j'ai fini. Merci. Merci.